Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire des cercles CAPFI. Je suis Marie Nedjar, donc directrice commerciale de CAPFI Technologies. En ce début de la semaine de la finance responsable, nous verrons ensemble ce qu'est l'ISR, l'investissement socialement responsable, et au final, comment donner du sens à vos investissements tout en performant. Pour répondre à cette question, j'accueille et je vous présente aujourd'hui Adrienne Aurel-Pagès, directeur des projets stratégiques de la Banque Postale Asset Management, Charline Mel, Manager Client Relations de Sustainalytics, Pierre-Emmanuel Lemans, Manager chez CAPFI Technologies, et David Teng, consultant chez CAPFI Technologies. Une précision logistique, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire, dans l'onglet prévu à cet effet dans l'outil Livestorm, et nous prendrons un temps pour y répondre à la fin de nos échanges. Et je vais maintenant demander à chaque intervenant de se présenter brièvement avant d'aller dans le vif du sujet. Adrienne? Bonjour à tous et d'abord un grand merci à Marie et aux équipes de CAPFI Technologies pour l'opportunité de parler ISR à ce webinaire. Donc, je suis Adrienne Aurel-Pagès, directeur des projets stratégiques à la Banque Postale Asset Management, en charge depuis janvier 2019 de piloter notre projet de transformation 100% ISR dont je vous parlerai plus en détail. Auparavant, j'ai une expérience d'une dizaine d'années en gestion d'actifs, à la fois en tant que gérante et également à l'AMF, à la direction des affaires internationales autour de la réglementation de la gestion d'actifs. Merci. Charline? Bonjour à tous, donc Charline Mellet et également je tiens à remercier CAPFI d'organiser cette table ronde sur ce sujet global et passionnant de la quête de sens qui fait partie depuis très longtemps du paysage financier, surtout en France, mais qui est devenu incontournable ces dernières années et même ces derniers mois au vu de la crise sanitaire qu'on traverse actuellement. Donc aujourd'hui, pour cet échange, je représente Sustainalytics que j'ai rejoint en fin d'année dernière. J'ai particulièrement en charge le développement de l'activité sur le marché français où nous accompagnons nos clients investisseurs à travers leurs besoins de données et de recherche ESG. Donc, on leur permet de développer des stratégies d'investissement responsables selon un angle qu'ils auront défini et ainsi se conformer aux exigences réglementaires de plus en plus fortes, notamment du côté du reporting ESG. Auparavant, j'ai eu la chance de travailler chez Robeco pendant 8 ans, donc un asset manager hollandais avec un ADN ESG très fort et de nombreux fonds labellisés finances durables. Merci. Pierre-Emmanuel? Bonjour, Pierre-Emmanuel Lemans, donc je suis consultant manager chez CAPFI depuis 2016. J'ai évolué en banque de finances et d'investissement pendant 6 ans, avant de passer en asset management. Lors de mes expériences précédentes, j'ai déjà vu des notions de ESG, notamment à travers les données de fournisseurs externes qu'on intégrait dans les différents référentiels. Et depuis début 2019, j'interviens sur le sujet de labellisation des fonds de la Banque Postale Asset Management pour traiter plus en profondeur le sujet et aborder ce qu'on va faire. Merci Pierre-Emmanuel. Et David? Oui, bonjour. Donc, je suis David Teng, consultant donc, chez CAPFI depuis 5 ans maintenant. J'étais anciennement développeur senior et j'ai travaillé notamment avec plusieurs banques d'investissement telles que Natixis, BNP ou Crédit Agricole par exemple, où j'intervenais notamment pour renforcer les outils stratégiques pour les groupes. Et maintenant, depuis 2 ans, j'accompagne donc Alliance Global Investors en tant que chef de projet technique sur les sujets liés à l'ISR. Merci David. Donc, Adrienne, comment est né le projet de transformation 100% ISR à la Banque Postale Asset Management? Oui, alors ce projet de transformation, en réalité, il est né de 3 choses qui sont le 100%, l'ISR et le label ISR.
Alors, si je commence en fait par l'ISR, effectivement, nous sommes comme beaucoup autour de la table convaincus que c'est le mode de gestion qui accompagne aujourd'hui la transformation de notre économie. Et nous, dans l'ISR, on voit véritablement deux volets. Il y a un volet gestion des risques, c'est-à-dire que l'intégration des enjeux extra-financiers permet en réalité de mieux gérer les risques financiers et notamment la matérialité la matérialité de ces enjeux sur la valorisation d'un titre. Et donc finalement, grâce à l'ISR, on élargit l'ensemble des données que le gérant et l'analyste doivent analyser pour avoir une meilleure gestion des risques et in fine une meilleure performance. Il y a un autre volet dans l'ISR. On oppose souvent ces deux volets, mais en réalité, nous, on est convaincus qu'ils sont vraiment complémentaires et on essaye toujours de les concilier. C'est un autre volet qui est un volet beaucoup plus de conviction, qui finalement est un volet plus lié à une dimension aussi éthique et parfois quasi politique, avec une véritable demande de la part de nos clients d'avoir des fonds qui répondent à leurs convictions personnelles en lien avec les enjeux environnementaux et sociaux. Donc nous, dans notre méthodologie d'analyse des entreprises, on a une méthodologie propriétaire sur laquelle Pierre-Emmanuel travaille beaucoup, notamment qu'on appelle GREAT en interne, qui vraiment concilie ces deux enjeux, à la fois du risque et de la conviction. Et dans cette méthodologie, on aborde en fait les trois dimensions ESG, avec également une dimension territoriale particulière et qui est propre, bien sûr, à l'ADN de la Banque Postale. Si d'ailleurs on regarde la réglementation, on voit bien que ces deux enjeux, risques et opportunités, sont également bien traités par la réglementation. Aujourd'hui, l'article 173, qui en fait en 2015 était très novateur finalement, demande bien aux investisseurs ces deux options. On a d'une part, dans quelle mesure vous intégrez les risques extra-financiers à vos procédures d'investissement et vos procédures de gestion des risques. Et d'autre part, dites-nous comment vos portefeuilles sont alignés avec les accords de Paris. Donc là, dans une logique beaucoup plus de conviction. Donc voilà, au départ, on a l'ISR avec notre méthodologie d'analyse propriétaire. Ensuite, la deuxième étape et le deuxième mot-clé finalement de notre engagement, c'est vraiment le label. Et c'est vrai que quand on a décidé de s'embarquer sur ce projet, donc qui est aussi une volonté stratégique très ancrée au sein de l'ensemble de notre groupe, puisque cet engagement de la Banque Postale Asset Management, il a été pris par le président du directoire de la Banque Postale, donc notre actionnaire principal. Et c'est aussi un sujet qui est largement véhiculé par notre grand-mère La Poste. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très ancré dans la stratégie de tout notre groupe. Et donc au moment où on a commencé à mettre en œuvre ce sujet, c'est vrai que s'est posé la question des définitions, de quel ISR on parle. Chaque société de gestion a finalement sa propre définition de l'ISR, en tout cas avait surtout en 2018 quand on a commencé. La différence entre l'ISR et l'ESG n'est pas toujours bien marquée. Donc on a décidé assez naturellement de s'orienter vers finalement le seul référentiel qui existait à l'époque, qui est celui du label ISR, qui en plus est donc un label public qui a été créé en 2016 par le ministère des Finances. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'entité publique, ça nous paraissait logique de s'appuyer sur ce label ISR. Et en réalité, au-delà de finalement la labellisation des fonds, puisqu'évidemment l'objectif final de notre projet, c'est de labelliser la totalité de notre gamme éligible au label ISR par ce label. Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu la face émergée de l'iceberg et de ce projet de transformation. Et en réalité, au-delà du tampon que le label ISR peut nous donner, on a vraiment utilisé le label ISR comme un guide à notre démarche de transformation. Et on s'est notamment appuyé finalement sur les deux jambes de ce label, que sont d'une part
le process et surtout la qualité du processus d'investissement qui est exigé par le label ISR. Donc, il y a tout un ensemble de règles que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous qui vraiment permettent d'assurer la qualité de ce process. Donc, c'est toutes ces règles et ces mesures qu'on a mis en place en interne. Et c'est l'autre volet du label qui est très important, notamment quand on a un audit, c'est la transparence. Et donc, c'est une chose d'avoir un process de qualité, c'est autre chose de bien communiquer sur ce process, d'être transparent, à la fois évidemment, notamment dans les documents qu'on va transmettre à nos clients, de la manière la plus pédagogique possible, via la publication, par exemple, de codes de transparence, de reporting extra-financier, les plus pédagogiques possibles. Donc ça, c'est les deux grandes orientations du label ISR, qualité de process et transparence, qui nous ont guidés dans notre démarche qui, quand on demande un label, a évidemment l'avantage d'être validé par un tiers. Et c'est aussi cette troisième dimension, nous, qui nous intéressait beaucoup dans le label ISR. Encore une fois, dans le foisonnement des appellations et des approches que chaque société de gestion s'approprie, nous, on a voulu que notre démarche soit validée par un tiers. Et donc, on a un auditeur qui, pendant 2 jours, vient sur site pour vérifier qu'effectivement, on respecte bien l'ensemble des règles. Il discute avec nos gérants, il regarde les outils, décortique la méthode d'analyse, il décortique également le volet transparence, hein, nos communications aux clients et tous les documents qu'on produit. Et c'est véritablement, je peux vous dire que les gérants, quand le labellisateur est dans nos murs, voilà, ils font pas les malins. C'est aussi un moment très important pour eux qui va finalement valider des mois de travail en amont de la part de toute l'entreprise. Et donc, c'est un moment très important et le fait qu'on soit audité est pour nous vraiment un gage de qualité très important qu'apporte le label ISR. D'ailleurs, je vous parlais du foisonnement des appellations. En fait, l'AMF, en 2020, cette année, a finalement validé cette stratégie et notre orientation autour du label ISR, puisqu'elle a clarifié dans sa doctrine autour de la commercialisation des fonds responsables que dans les grandes lignes, si vous voulez commercialiser un fonds avec une appellation ESG responsable ISR, il fallait avoir une intégration significative et contraignante de l'extra-financier, c'est les termes propres de la doctrine. Et en réalité, le label ISR est un peu aujourd'hui une des seules façons d'y répondre. Donc l'AMF, dans sa doctrine, détaille d'autres possibilités. Et puis, elle est bien sûr, je ne vais pas parler pour l'AMF, mais elle est très ouverte à toute innovation de la place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette intégration significative et contraignante de l'extra-financier, elle est surtout répondue via un process type label ISR. Et enfin, donc je vous ai parlé pourquoi l'ISR, pourquoi le label ISR, pourquoi le 100%, puisque je crois que autant sur les 2 premiers volets, c'est effectivement quelque chose qui est de plus en plus intégré par la place, autant sur le 100%, c'est vraiment quelque chose qui nous différencie très largement par rapport à tous nos concurrents. Et on avait vraiment cette volonté d'offrir des fonds sur absolument toutes les classes d'actifs qui puissent respecter cette logique de gestion des risques et de conviction dont je vous ai parlé pour répondre aux besoins de nos clients de se construire une épargne avec des fonds diversifiés, avec vraiment la totalité des types de produits financiers qu'une société de gestion peut offrir. Voilà, encore une fois, dans l'ADN de la Banque Postale, banque et citoyenne, c'était vraiment important que la totalité des fonds qui soient offerts à nos clients, notamment via le réseau, respectent ces conditions. Alors, si je reviens peut-être en 2 mots sur finalement comment on a fait, parce que là je vous ai parlé de la genèse, mais et donc comment on a fait, c'est vraiment voilà
un projet de transformation sur lesquels Pierre-Emmanuel nous accompagne et sur lequel il reviendra plus en détail tout à l'heure. Mais c'est un projet de transformation à l'échelle de toute l'entreprise et dans laquelle chaque personne de l'entreprise est partie prenante de ce projet de transformation. L'objectif, avec la face émergée de l'iceberg, je vous l'ai dit, c'est la labellisation des fonds. Et donc, c'est effectivement l'objectif et le résultat vers lequel on veut tous atteindre. Mais en réalité, pour ça, c'est vraiment l'objectif est d'infuser l'extra-financier dans absolument toute l'entreprise et que chaque personne, chaque direction, chaque département de l'entreprise se rend compte qu'en réalité, l'intégration de l'extra-financier, c'est aussi une affaire de son métier à lui, qui soit au marketing, à la direction juridique, à la conformité, bien sûr à la gestion et à l'analyse, mais que cette dimension-là, c'est une nouvelle facette finalement de son métier qu'il doit intégrer. Donc pour ça, je vous l'ai dit, on s'est bien appuyé sur les deux jambes du label ISR. Et donc sur la dimension process, il y a eu tout un travail de revue des modes de gestion, des processus d'investissement de nos fonds pour les adapter aux exigences du label ISR. Bien sûr, en amont, il a fallu continuer à faire évoluer notre méthode d'analyse GREAT dont je vous ai parlé, à l'enrichir aussi d'une politique d'exclusion pour vraiment adresser ce volet conviction qui n'est pas toujours adressé de manière très claire par la dimension plus process du label ISR. Et puis, il a fallu, je pense Pierre-Emmanuel vous en parlera plus en détail, bien sûr, adapter nos outils de gestion et nos outils d'analyse à cette nouvelle intégration de l'extra-financier et intégrer ces nouvelles données dans les outils que les gérants utilisent au quotidien. Bien sûr, tout ça se fait sous fond de formation, je vous le disais. L'objectif, c'est vraiment d'infuser l'extra-financier. Et donc, on a mis en place toute une série de formations pour que les gens montent au fur et à mesure en compétences sur ces sujets. Et puis, donc, l'autre volet du projet, c'est ce volet autour de la transparence, où donc là, on a revu tous nos reporting pour intégrer cette dimension extra-financière. Bien sûr, tous notre documentation commerciale, le discours plus général que nos commerciaux portent vis-à-vis des clients et bien sûr l'accompagnement de nos conseillers bancaires, puisque il y a un enjeu réseau très fort, bien sûr, pour la Banque Postale. Et enfin, je dirais la dernière dimension dans cette transparence pour nous, c'est notre volonté de participer à l'amélioration des pratiques de place. Et donc, c'est pour ça typiquement que ce genre de table ronde et de webinaire fait partie vraiment pour nous de notre travail aussi de transparence autour de notre démarche et donc de participer à faire avancer par les différentes initiatives de place les bonnes pratiques autour d'un enjeu de transformation comme l'ISR. Merci Adrienne pour ce retour d'expérience, c'est très clair. Alors Charline, je m'adresse à toi maintenant parce que pour arriver à mener ce type de projet de transformation, il faut de la data fiable. Et ça, c'est un des métiers de Sustainalytics. Oui, en effet, Marie, la collecte de données ESG, elle est fondamentale pour pouvoir tout simplement évaluer le profil ESG d'un émetteur et pouvoir juger de son éligibilité ou non à intégrer un portefeuille d'investissement qui suit une stratégie durable dans la perspective du label ISR, par exemple, comme nous l'a présenté Adrienne. Mais au-delà de la collecte de données, il faut bien évidemment un process structuré, éprouvé, avec des équipes expérimentées pour analyser cette donnée et surtout la qualifier afin de pouvoir donc comparer des données issues d'émetteurs, donc d'entreprises ou d'États, qui sont par nature différents, qui n'évoluent pas nécessairement dans le même secteur d'activité et aussi pour lequel nous n'allons pas avoir la même consistance et profondeur d'information.
et pourtant sur lesquels on demande aux investisseurs, sociétés de gestion, notamment, d'arbitrer pour justifier d'une stratégie d'investissement responsable, hein, puisque, pour rappel, le label ISR français exige une coupe de 20% de l'univers investissable sur la base de critères ESG. Donc tout l'exercice d'un fournisseur de recherche et de données ESG tel que Sustainalytics, c'est de développer des approches donc solides de récupération de la donnée, également des méthodologies pour estimer cette donnée quand les émetteurs ne communiquent pas directement l'information. Et une fois cet ensemble de données identifiées, collectées, agrégées, il est primordial d'avoir des compétences pour analyser et donc qualifier cette donnée, c'est-à-dire, quand je dis qualifier la donnée, c'est lui donner un score des scores même, qui permettent d'interpréter facilement la plus ou moins bonne performance ESG d'un émetteur à l'autre. Et donc de cette façon, l'intégration des process d'investissement est facilitée pour nos clients investisseurs, sociétés de gestion. Alors aujourd'hui, la fiabilité de la donnée fournie par les agences de notation extra-financière est parfois remise en question, en mettant notamment en avant le fait qu'il n'y ait pas de consensus sur les notes ESG délivrées par les agences. Le consensus est plus vrai chez les agences de crédit, finance traditionnelle. Il y a plutôt un alignement des notes. Chez les agences de notation extra-financière, on peut effectivement identifier des écarts. Et ces écarts, ils proviennent tout simplement du fait que l'ESG, c'est une notion beaucoup plus intangible que l'analyse financière traditionnelle et donc beaucoup plus subjective. Alors, les agences de notation extra-financière comme Sustainalytics, elles ont chacune leur angle d'analyse et ne vont pas nécessairement se concentrer sur les mêmes critères de notation. Alors, c'est pour ça que c'est très important pour les investisseurs de sélectionner son fournisseur de données ESG correctement et de s'assurer de l'alignement de la philosophie de recherche du fournisseur avec la trajectoire ESG que l'on a envie d'implémenter à travers ces différentes stratégies de gestion. Alors chez Sustainalytics, on est environ 650 collaborateurs, dont la moitié est focalisée sur la recherche. Et pour notre approche de notation ESG des émetteurs entreprises, on a environ une équipe de 240 analystes qui sont organisés comme des analystes financiers plutôt traditionnels, donc par secteur. Ils ont vraiment leur expertise sectorielle avec un portefeuille d'entreprises qu'ils couvrent. Je mettrai un bémol peut-être sur les pays émergents où là, on a plutôt des spécialistes des zones en local parce que c'est déjà plus compliqué de récolter de la donnée extra-financière sur ces zones-là où les entreprises communiquent moins. Donc là, on a plutôt des spécialistes qui, au-delà de parler la langue, connaissent bien les pratiques locales, les business models, etc., des entreprises qui évoluent sur ces zones géographiques. Et donc, sur ce vivier d'analystes, sur ces 240 analystes, on a une seniorité qui, pour les 2/3, qui évolue entre 10 et 20 ans d'expérience dans la finance, soit traditionnelle, soit finance responsable. Et chez Sustainalytics, nous faisons de la recherche ESG, donc la collecte de données ESG que l'on interprète, que l'on qualifie. On fait uniquement ça et on le fait depuis plus de 27 ans. Donc, quand nos clients souscrivent à notre recherche, c'est parce qu'ils ont pu tester la fiabilité de la donnée et ils reconnaissent qu'ils n'ont pas les moyens ni humains ni financiers de mettre en place de telles équipes et des process de recherche en interne. Et enfin, c'est aussi important de noter que notre rôle en tant que fournisseur de recherche, il ne s'arrête pas, bien entendu, il est de fournir de la data fiable, mais il ne s'arrête pas juste là, hein, puisque les agences de notation extra-financières, elles sont de plus en plus considérées
par les instances réglementaires. On est reconnu, on est régulièrement consulté, sollicité par les différents régulateurs dans le monde pour échanger sur le cap réglementaire à donner à l'ESG. Donc, j'ai notamment la chance en début de semaine prochaine justement de discuter avec l'inspection du ministère des Finances pour faire un peu un point d'étape sur le label ISR et le rôle de la donnée ESG dans ce label et dessiner un peu le cahier de route pour faire évoluer aussi ce label qui doit aussi être aussi mouvant que l'est l'ESG, c'est-à-dire accompagner aussi le développement et la sophistication de l'ESG chez les investisseurs. Parce que conceptuellement, bien sûr, on aimerait exiger des minimums requis sur plein d'indicateurs, mais on trouve la limite dans le manque de transparence et de divulgation des données de base, donc ce qu'on appelle la donnée brute, que l'on va aller collecter auprès des entreprises ou auprès des États. On a parfois un manque de données. Donc, l'enjeu réglementaire, il passe aussi par l'obligation de reporting de la part des émetteurs pour permettre d'établir une donnée ESG fiable et comparable d'une entreprise à une autre ou d'un État à l'autre. Donc Sustainalytics, pour finir, est donc un fournisseur de données fiable. En tout cas, nos clients nous l'atteste, mais on se revendique aussi fournisseur de solutions ESG, car notre rôle va au-delà de la fourniture de la data. On a aussi une mission d'accompagner les clients dans l'utilisation de cette donnée, les guider dans ce qui est réaliste et réalisable en termes de stratégie ESG et de les éclairer sur les exigences réglementaires à venir, puisque également, au-delà du label ISR français, il va y avoir dès la fin de l'année prochaine différentes réglementations européennes qui vont se mettre en place. Et donc, avec notamment des exigences de reporting sur des indicateurs ESG très précis dans les portefeuilles d'investissement. Donc, notre rôle aussi, c'est de développer la recherche nécessaire pour pouvoir se conformer à ces nouvelles exigences et offrir les outils de mapping pour faciliter aussi la vie de nos clients investisseurs et les accompagner sur ce renforcement réglementaire. Et je dirais même que globalement, notre rôle, c'est d'accompagner le marché, l'économie vers une société plus juste et plus durable. Donc, au-delà de fournir de la donnée fiable, on a aussi un rôle d'ambassadeur sur promouvoir l'importance de la prise en compte de l'ESG à travers le prisme des investisseurs, mais on essaye aussi d'avoir une résonance qui va au-delà. Donc on est aussi ravis de pouvoir porter cette voix aujourd'hui sur cette table ronde. Merci Charline. Et toi Pierre-Emmanuel, comment donc as-tu pu accompagner la Banque Postale Asset Management sur l'évolution de leurs outils de gestion et de leur système d'information dans le cadre de la labellisation 100% ISR? Alors moi je suis arrivé début 2019, juste un point. J'ai vu qu'il y avait des remarques sur le chat comme quoi on m'entendait assez mal. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Si jamais ça fonctionne toujours pas comme il faut, n'hésitez pas à me le remonter, j'essaierai d'ajuster. Mais comme mon casque ne fonctionnait pas, je suis un peu comme je peux avec les haut-parleurs du PC. Donc comme je disais, oui, moi je suis arrivé en fait en début 2019 chez LBPAM. Donc le projet était déjà engagé en fait. Mais quand je suis arrivé, j'ai rapidement pu prendre en charge le sujet de modélisation de données dans les référentiels, justement pour pouvoir stocker toutes les données qu'on récupérait des providers externes. Donc ça, c'était à la fois pour répondre... Pierre-Emmanuel, en fait, on t'entend vraiment mal. Ce que je propose, c'est que David prenne le relais sur son intervention chez Alliance Global Event Stores et on va changer les moyens techniques. Ok. Merci. Alors, donc, on m'entend bien là, j'imagine? Très bien. Ok, super. Donc,
Moi, donc, je travaille depuis 2 ans en tant que chef de projet technique pour Alliance Global Investors. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est que pour accéder à l'étape de validation des fonds ISR, il est vraiment important de construire un système de gestion qui assure à la fois la consolidation des données pour pouvoir justement répondre aux exigences qui sont imposées par à la fois les régulateurs, mais aussi aux clients. Et donc mon rôle a été notamment de centraliser les différentes interactions qu'il y a au niveau de la data, pour qu'au niveau du référentiel, les données soient à la fois disponibles pour la diffusion des notes ISR. Donc ce qui est important là-dedans, c'est tout d'abord la première étape qui était la consolidation du référentiel pour faire en sorte que ça soit à la fois flexible, complet et précis. Et tout ça a été passé via un nouveau modèle de données qui a été mis en place, donc depuis la conceptualisation jusqu'à la réalisation, pour avoir une mise en œuvre qui est vraiment sur mesure pour AGI. Et c'est ce qui a notamment permis de se libérer des contraintes du passé, et ce qui permet notamment de fournir une flexibilité pour l'avenir. Et sur ce référentiel-là, il y a d'abord la partie réconciliation des différentes sources de données. Donc on a notamment les sources qui viennent de market data providers, tels que Bloomberg ou Reuters par exemple. On a également des données qui nous proviennent de fournisseurs de données de recherche ISR, dont on a Charline qui est notre représentante côté Socianalytics aujourd'hui. Mais nous avons aussi dans le référentiel tout ce qui concerne les entités qui ont été couvertes en interne chez AGI. Donc ce sont des entités qui vont élargir en fait le périmètre d'éligibilité au niveau ISR en termes de recherche. Donc une fois qu'on a ce référentiel qui est constitué, ce qui va être important aussi, c'est donc au-delà de constituer la note ISR, c'est aussi de diffuser ces notes-là via différents canaux pour différents acteurs. Donc nous avons les gestionnaires de portefeuille qui vont être les principaux intéressés, parce que lorsqu'ils vont pouvoir échanger sur le marché au niveau de la constitution de leur portefeuille ISR, ils vont vouloir connaître la note en fait qui va être affectée à telle ou telle compagnie par exemple. Et nous allons diffuser également pour le reporting, pour publier tout ce qui peut être, par exemple, diffusé à des clients, des mandataires, etc. Et enfin, aussi la diffusion pour la compliance, qui va être vraiment très utile pour les régulateurs. Nous avons également mis en place un outil qui permet de faire de la simulation de fonds ISR, ce qui permet d'avoir en temps réel la possibilité pour les gérants de mettre en parallèle la performance et les notes ISR associées. Donc c'est un outil qui a été vraiment très, très attendu, et le fait de pouvoir mettre en place ce genre d'outils vraiment très spécialisés et très, très réactifs, ça a été quelque chose de très, de très, de très demandé à la base. Et enfin, dans le nouveau modèle qui a été développé, nous avons aussi une partie qui est dédiée à l'audit. Donc cette partie-là, c'est quelque chose qui a été donc développé afin de répondre à l'entièreté des exigences des régulateurs pour la labellisation des fonds ISR. Donc je dirais qu'avec tous ces niveaux d'accompagnement technique, ça a permis à AGI finalement de s'équiper vraiment efficacement pour répondre vraiment à toutes les exigences qui sont à la fois qui viennent à la fois des clients, mais aussi des régulateurs. Merci beaucoup David, merci pour la réactivité. Donc Pierre-Emmanuel m'a rejoint, d'où nos masques, hein, c'est ça d'être en direct. J'en profite pour redire aux participants que vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet prévu à cet effet. Et je repasse la parole à Pierre-Emmanuel. Merci Marie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis arrivé donc début 2019 chez LBPAM, alors que le projet était déjà un peu engagé. Et quand je suis arrivé, du coup, j'ai rapidement pu prendre en charge des sujets, notamment de modélisation de données dans les référentiels, principalement pour pouvoir stocker toutes les données qu'on souhaitait récupérer des providers externes.
Donc, pour répondre à la fois aux exigences de labellisation des fonds et des contraintes de gestion, on a identifié un certain nombre de données qu'on aurait à stocker. Donc, par exemple, pour la détermination du moteur de calcul des notes ISR, qui est quand même la partie extrêmement importante de la méthodologie GRET, on a identifié 2 axes de données de provider qu'on devrait enrichir, donc les ratings et les indicateurs. Et donc pour ça, on a modifié les data models de ces 2 types de données dans les référentiels, puisqu'ils ne permettaient pas du tout de se projeter sur une solution cible pour une labellisation massive des fonds, en fait. Donc j'ai participé rapidement à la revue de ces modèles de données dont on aurait besoin pour la suite du projet, en fait. Et à la suite de ça, on a entamé le plus gros du chantier, donc qui est décomposé en 2 parties. Donc la première qui consistait à mettre en place le moteur de calcul des notes ISR, dont je vous parlais juste avant. Donc en fait, ce moteur de calcul, il a pour but d'appliquer toute la méthodologie de calcul définie par la Banque Postale Asset Management et de ressortir des notes pour les émetteurs présents dans le référentiel. Donc comme ça, de cette façon, en fonction des seuils d'acceptation pour une éligibilité au label, on peut rapidement voir du coup les émetteurs ou les titres sur lesquels on peut investir en respectant les critères fixés par le label. La deuxième partie, c'est celle qu'évoquait Adrienne tout à l'heure, ça a été de mettre en place un outil de restitution de l'ensemble des données relatives au label ISR pour servir la gestion lors de son pilotage quotidien. Donc, ça permet à la gestion de piloter son activité quotidiennement. Et pour ça, on a réalisé plusieurs modules. Donc, il y a un module de gestion des politiques d'exclusion, auquel faisait référence tout à l'heure Adrienne également. Un module de restitution des notes émetteurs instruments par pilier du modèle de notation. Ce module permet également de placer un instrument ou un émetteur au sein d'un groupe de pairs pour pouvoir le comparer justement aux autres de sa catégorie. On a également mis en place un module de simulation qui permet de simuler les ordres et voir l'impact sur le portefeuille ISR de sa gestion. Et du coup, maintenant que le plus gros de l'effort de labellisation est derrière nous, on a aujourd'hui au final un outil qui est assez complet pour accompagner les gestions dans leur pilotage quotidien, et ils peuvent se rendre compte de l'impact sur leur portefeuille lors de l'achat ou la vente d'un instrument directement impacté sur leurs écrans. Ça leur permet surtout de corriger le tir en réajustant la gestion pour rester dans les clous des critères imposés par le label, puisque, comme le rappelait Adrienne, il y a un audit qui est fait régulièrement et le but n'est pas uniquement de se faire labelliser à un instant T, mais de poursuivre justement la sauvegarde des critères du label dans le temps. Et enfin, on a travaillé sur des solutions de reporting, parce qu'un des grands sujets, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est la transparence auprès des clients. Donc, c'est vrai que ça sert pas forcément à grand-chose d'avoir une politique ISR très aboutie si finalement personne ne se rend compte des efforts qui sont faits. Donc, on a accompagné le reporting dans la mise en place de nouvelles maquettes de reporting afin de mieux montrer l'impact ISR dans la gestion des fonds Albeva. Donc, voilà, pour reprendre un peu ce que je disais, au final, ce qui a été extrêmement intéressant, je trouve, c'est de construire pas à pas tout cet effort de labellisation. Il a entendu quelque chose, ouais. Ok, c'est une question. Très bien. Je disais que du coup, oui, ce qui était intéressant, c'était d'avoir pu construire pas à pas en fait tout l'effort de labellisation, parce qu'au début, on labellisait des fonds relativement classiques, et puis ensuite sont venus tous les fonds un peu plus spécifiques, donc les fonds qui contenaient des produits dérivés, des fonds de fonds, etc. Donc, pour exemple, les fonds qui contiennent des produits dérivés, les directives du label sont que seuls les produits ayant un but de couverture sont autorisés sur le long terme dans le fonds en détention, alors que tout ce qui est produit dérivé à fin spéculative, en revanche, n'a pas du tout sa place sur le long terme en détention dans le fonds. Donc, on a mis en place, avec les équipes de risque, tout un tas de contrôles pour monitorer ce genre de notions dans les positions au fil du temps et s'assurer que les critères sont respectés. C'est vraiment ça le but, pas le but principal, parce que le but principal était de la labellisation, mais le but dans la continuité, justement, de respecter tous ces critères de labellisation. Merci Pierre-Emmanuel. Donc, nous avons donc des premières questions concernant la performance des fonds ISR versus les fonds standards. Ah, alors effectivement.
Qui veut répondre à la question? Adrienne? Je peux commencer à répondre. Alors, c'est effectivement une question qui est absolument centrale et que nos clients, bien sûr, se posent tous les jours et que, en fait, encore une fois, nous, en tant qu'asset manager, notre premier devoir, au-delà de répondre aux convictions de nos clients, c'est avant tout un devoir fiduciaire et de protéger l'épargne de nos clients. Donc, évidemment, on ne se serait pas lancé dans un projet ISR si on n'était pas convaincu que la gestion ISR participait d'une performance financière. Alors, est-ce qu'elle est meilleure ou est-ce qu'elle est un peu moins bonne? Je pense que ce débat, il a été largement revu par toute une série d'études académiques et même de méta-études qui consolident des études. Et en réalité, on ne peut pas, sur une période de long terme, enfin, quelles que soient les circonstances, conclure à une surperformance ou une sous-performance de l'ISR, tout simplement parce qu'en fait, c'est exactement comme la gestion financière classique, tout dépend du contexte et des aléas. Donc, l'ISR permet d'élargir les données et d'avoir une meilleure gestion des risques, mais ensuite, tout dépend de l'environnement, du contexte du marché. Donc ça, c'est la réponse globale. Et après, on peut donner une réponse un peu plus précise, notamment aujourd'hui, dans le cadre de la crise qu'on traverse actuellement, crise économique et également crise financière, ce qui n'est pas toujours corrélé puisque les marchés aiment bien vivre dans leur bulle. Mais bon, en l'occurrence, la crise du Covid a quand même entraîné, en tout cas en mars-avril, une forte chute des marchés. Et c'est vrai que pendant cette chute, on a observé une forte résilience des fonds ISR qui ont donc pour le coup surperformé ces fonds. Donc là, on peut le dire, c'est encadré sur une période de temps précise sur lesquelles vraiment on a observé une super-performance. Et donc ça, il y a plusieurs raisons à ça. Disons qu'il y a 3 raisons principales. Il y a une raison en termes d'allocation sectorielle, c'est que les fonds ISR sont plus traditionnellement investis dans des secteurs comme la santé ou la technologie qui ont mieux résisté à la crise. Il y a une deuxième raison qui est liée au stock picking, qui est que quand on fait de l'ISR, on va privilégier des entreprises qui ont des politiques salariales, par exemple, qui sont plutôt avancées et donc des entreprises qui n'ont pas souffert des enjeux réputationnels suite au traitement des salariés, par exemple, pendant la crise sanitaire. Et puis, il y a une troisième raison qui est liée vraiment à ce côté flux des marchés financiers. C'est-à-dire qu'on peut trouver toutes les raisons d'allocation sectorielle, de stock picking, mais en réalité, les marchés, c'est avant tout une histoire de flux et en fait beaucoup de comportements humains. Et en réalité, ce qu'on a observé pendant la crise, c'est que les fonds ISR étaient considérés comme une valeur refuge. Donc traditionnellement, c'était l'or qui était une valeur refuge sur les marchés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une valeur refuge? Ça veut dire tout simplement que les clients ont moins racheté, ont moins vendu en fait leurs positions dans les fonds ISR. Donc, pour les raisons sans doute que j'ai évoquées, d'allocation sectorielle et de stock picking, mais aussi il y a eu un biais comportemental et une vision de la part des clients que les fonds ISR sont mieux armés pour finalement la transformation de l'économie et le monde de demain. Oui, il semble certain que les investisseurs, en tout cas, vont vers cette demande croissante d'avoir du sens dans leurs investissements, dans leur choix d'investissement. Donc Charline, peut-être sur la deuxième question, comment sont challengées les données ISR récupérées par les différents providers? Alors, je pense que c'est aussi peut-être du point de vue de l'asset manager, comment nos clients asset managers nous challenge certainement sur, si je comprends bien le sens de cette question. Alors, je le disais tout à l'heure un petit peu qu'on voit un peu une certaine critique sur la fiabilité de la donnée de la part des agences extra-financières. Et on voit, on observe, je dirais depuis ouais, une bonne année, même 2 ans, alors surtout de la part des grosses sociétés de gestion qui ont effectivement des équipes dédiées à l'ESG, qui ont leurs propres analystes ESG. La volonté plutôt de récupérer la donnée brute, donc c'est-à-dire vraiment la donnée collectée
si je prends Sustainalytics, par nos équipes et par nos différents outils quantitatifs qui permettent de capturer un ensemble de données présents, soit divulgués par les entreprises ou par un biais de publications diverses. Et donc, vraiment avoir cette donnée brute, on appelle la donnée brute, et à aucun moment qualifié ou analysé, donc aucun apport qualitatif par l'agence extra-financière pour avoir le sentiment d'avoir vraiment la donnée la plus pure et l'interpréter comme on le souhaite en interne, parce qu'on remet un peu en question la qualité ou la fiabilité de l'interprétation de l'agence. Moi, je vois, enfin voilà, les échanges que j'ai avec mes contreparties aujourd'hui, on atteint une certaine limite à ça, parce que c'est bien de récolter la donnée brute, mais comme je disais aussi tout à l'heure, on n'a pas forcément la même consistance de divulgation par les différents émetteurs. Donc parfois, on va avoir beaucoup d'informations sur un secteur et puis un autre plus du tout. Donc comment on le juge? Et surtout, nous, les notes que l'on donne, les scores de performance sur tel ou tel indicateur, ce sont des notions absolues. Donc on peut tout à fait comparer la performance ESG de Total, de Volkswagen ou de Société Générale, peu importe le secteur d'activité. Donc, il y a un effort de comprendre, d'analyser et de permettre la comparabilité de cette donnée. Et pour nos clients, c'est difficile en fait de faire ça. Ça demande une vraie expertise. Donc, on leur a donné accès à la donnée brute, mais ils en reviennent un petit peu parce qu'après, ils savent pas quoi en faire. Et vraiment, à quel moment on met les seuils, comment on juge que, bah oui, avoir tant de déchets, émettre tant de pollution, émettre tant de carbone en données brutes, ça veut dire quoi? Comment on le qualifie? Comment on l'intègre dans un process de gestion? Donc, on est challengé sur ce point-là, mais quand on donne notre matière première à disposition, bah, c'est compliqué aussi pour nos clients de savoir quoi en faire et comment l'intégrer. Donc, finalement, ils sont quand même contents et ravis de pouvoir avoir accès à un premier niveau de qualification qui facilite l'interprétation et l'intégration dans les stratégies de gestion. Ouais, je crois que si je rebondis effectivement sur ce que dit Charline, c'est tout à fait ça, et en réalité, les critiques qui sont apportées aux agences de notation, sont souvent faites, c'est en fait ne pas comprendre le rôle de chacun. Je pense que chacun est à sa place, et qu'effectivement les agences de notation, sont très utiles pour faire ce premier niveau de sélection, de travail sur la donnée, comme vient de l'expliquer Charline. Nous évidemment chez LBPAM, on en utilise, plusieurs d'ailleurs aussi pour, essayer de multiplier et de limiter cette subjectivité qui est propre à l'analyse de la donnée ESG. Mais ensuite, c'est vraiment au gérant et à l'analyste de faire ce travail de synthèse et de conviction. Les données des agences de notation, comme les données financières, sont une aide à la décision et en aucun cas ne doivent remplacer le travail de réflexion, d'analyse en profondeur du gérant qui ensuite complète sa décision d'investissement. Et donc, c'est une partie des données qu'il va utiliser, de même qu'il va le compléter avec ses propres discussions avec le management des entreprises, avec des lectures plus macro. C'est l'ensemble de ces faisceaux d'indices, en fait, qui lui permettent de forger des convictions. Mais effectivement, penser que l'ISR, c'est se baser sur une note d'une agence de notation et former sa décision d'investissement là-dessus, je pense que c'est effectivement une erreur, et c'est en tout cas pas du tout ce que les agences de notation cherchent à faire, mais au contraire d'être une aide à la décision dans le processus d'investissement et d'analyse. Oui, exactement. On n'a pas de rôle de conseil en investissement, c'est pas du tout notre rôle, mais effectivement de facilitateur en collectant, agrégeant et en permettant l'interprétation de cette donnée. Pour rebondir sur ce sujet, effectivement, j'ai pu travailler avec les équipes d'analystes sur la conception d'un module de notation, notamment des green bonds. Et l'ensemble des données qui sont récupérées des providers ne servent qu'à émettre un avis préalable lors de l'analyse, mais elles sont systématiquement challengées par tout le processus d'analyse et tout le processus de notation, notamment pour vérifier l'allocation des fonds, pour
s'assurer que l'allocation des fonds est faite correctement par rapport à ce qui est annoncé au marché, dans quelle proportion, notamment si ça a une vraie durée dans le temps. Il y a tout un processus de notation, de toute façon, qui est mis en place pour challenger les données qui sont fournies et pouvoir les upgrader ou les downgrader si l'analyse ressort quelque chose de sensiblement différent. J'ai déjà vu des analyses qui ont été faites sur lesquelles la note était relativement positive de par les indicateurs qu'on recevait des providers externes et qui était challengée à relativement négative de par l'analyse qui était faite par les équipes. Merci Pierre-Emmanuel. David, tu veux t'exprimer sur le sujet? Ce qui est important au niveau de la data également, c'est, comme le disait aussi Adrienne, c'est que le fait de multiplier les différentes sources, ça permet aussi de lisser un avis sur une compagnie, par exemple. Parce que si on se limite à un ou deux fournisseurs, si on a des avis qui sont complètement divergents entre les deux, bah, ça va être très compliqué de trancher, alors que si on arrive à démultiplier les sources, l'avis final sera vraiment lissé par les différents providers. Bien. Charline, veux-tu prendre la question sur le projet de la taxonomie européenne? Oui, alors effectivement, donc la taxonomie européenne, ça va arriver, c'est une réglementation européenne qui arrive l'année prochaine, donc en toute fin d'année, hein, les investisseurs vont devoir reporter, créer des reportings assez précis sur l'alignement de leur portefeuille avec un certain nombre d'indicateurs contenus dans cette réglementation qu'on appelle la taxonomie. Donc, nous, bon, chez Sustainalytics, on reste assez neutre sur ces développements réglementaires, même si ça a le bénéfice le fait de passer par une exigence réglementaire, ça a le bénéfice, comme le disait aussi Adrienne, d'aligner le niveau d'exigence et de pousser aussi les plus récalcitrants à prendre en compte ces indicateurs. Après, il y a une consultation globale qui a eu lieu. On pouvait répondre aux régulateurs européens jusqu'à la fin de l'été, enfin jusqu'au 31 août, sur la pertinence des indicateurs choisis. Parce que la démarche est bonne. Parfois, il faut effectivement passer par la réglementation pour, encore une fois, mettre tout le monde à la même page et faire bouger les lignes, emporter tout le monde vers de bonnes pratiques. Donc sur le marché français, on est plutôt précurseur, hein, le label ISR, les accords de Paris, l'article 173, tout ça sont des initiatives françaises qui datent. Et donc, d'ailleurs, parfois, on a moins de questions de nos clients français que d'autres pays européens sur cette exigence des taxonomies, parce que je pense que les investisseurs français, on a l'impression d'être déjà au top, quoi, avec les bons moyens et que ce sera une formalité. Une fois qu'on a posé ce cadre réglementaire, il faut effectivement en regarder la profondeur et le côté réaliste des choses, à la fois pour nos clients investisseurs, mais aussi pour nous en tant que notre rôle de mettre à disposition la data. Parfois, il y a des indicateurs où c'est presque irréaliste de pouvoir collecter cette donnée, même auprès d'entreprises de grande taille qui ont des équipes RSE, qui ont des vrais reporting RSE annuels avec beaucoup d'informations. Il y a certains indicateurs, ça reste compliqué. Donc nous, notre rôle aussi, dans cette consultation jusqu'à fin août, a été de remonter auprès du régulateur nos réserves sur un certain nombre d'indicateurs qui mettent les contraintes peut-être trop fortes, trop vite, et sur des domaines où on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir créer un reporting qui a du sens. Parce que il ne faut pas non plus trop pousser la réglementation et perdre le message. En étant trop exigeant sur certains indicateurs, ça peut aussi faire
passer le rôle de l'ESG ou des stratégies ESG comme inconsistantes et finalement qu'on n'a pas vraiment le sens recherché. Donc ça, voilà, ça a été notre rôle aussi, et on a rendu public la lettre dans laquelle on émet nos réserves, et on a encouragé nos clients à réutiliser ces mêmes réserves, s'il est partagé, bien entendu, voilà, pour pouvoir avoir un peu plus de poids et se faire entendre auprès du régulateur. Donc, ouais. Ouais. Je crois que ouais, d'un point de vue utilisateur et asset manager, effectivement, sur la taxonomie, pour nous, il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu qui est effectivement de la disponibilité de la donnée. C'est tout ce que Charline a présenté. Où effectivement, nous, on a besoin d'avoir une donnée publiée par les émetteurs pour pouvoir répondre aux exigences réglementaires. Donc ça, je reviendrai pas dessus. Et je dirais que le deuxième enjeu, c'est en fait quelle utilisation on fait de la taxonomie dans une démarche d'investisseur responsable. Et en fait, aujourd'hui, en l'état actuel de la taxonomie, qui est quand même concerne, alors l'ambition de la taxonomie, elle est extrêmement large, il y a même une ambition, elle est très large sur les 6 critères environnementaux, hein. Aujourd'hui, la taxonomie, elle porte que sur l'atténuation et l'adaptation, mais l'objectif d'ici fin 2021, c'est de travailler sur les 4 autres enjeux environnementaux qui ont été analysés. L'objectif même, c'est potentiellement d'avoir une taxonomie même sociale à terme. Donc l'ambition, elle est très large, mais dans les faits, aujourd'hui, la taxonomie, elle est quand même encore très restreinte, et l'intégrer dans une démarche d'investissement responsable, c'est possible pour faire, par exemple, quelques fonds qui vont s'appuyer très largement sur la taxonomie. Donc comment on va faire l'utilisation? On va publier sur notre reporting aujourd'hui le pourcentage de nos fonds qui sont alignés avec la taxonomie, et ça, globalement, sur la plupart des fonds de la place, ça va être assez faible, et l'enjeu, c'est la disponibilité de la donnée, comme on le disait. Et puis sur quelques fonds, là, on va pouvoir dire, là, c'est des fonds 100% alignés avec la taxonomie européenne. C'est typiquement l'éco-label européen que l'Europe essaye de mettre en place, complètement aligné avec cette taxonomie. Mais ça, en l'état actuel, encore une fois, de la taxonomie, ça ne peut représenter que quelques fonds thématiques spécifiques, et absolument pas une approche holistique sur la démarche d'investisseurs responsables. Merci. Nous prenons une dernière question. Comment faire coexister le principe de diversification d'un portefeuille avec la réduction du périmètre d'investissement impliqué par le screening ESG? Emmanuel? Ouais, je peux commencer à répondre. Je pense que Adrienne aura sûrement un complément de réponse à apporter. Mais à mon sens, il n'y a pas de dichotomie à faire de la diversification malgré la réduction du périmètre d'investissement, puisque il y a un certain nombre de secteurs qui sont de fait exclus par les politiques d'exclusion chez asset managers, mais la réduction du périmètre, en fait, se fait principalement par un scoring. Donc, en fait, c'est les X% les moins bien notés d'un peer group qui se retrouvent exclus de la politique d'investissement, et on se retrouve finalement à investir que sur les best in class en excluant tous les worst in class. Donc ça n'empêche absolument pas la diversification, à mon sens. Ouais, c'est ça. Je crois qu'effectivement, c'est le travail qui a été fait. Enfin, c'était un enjeu clair, hein, que tous nos gérants, évidemment, nous ont posé, et dans le cadre de l'extension de notre méthodologie d'analyse, qui était, comme pour toutes les sociétés de gestion, très concentrées sur des fonds actions, hein. Nous, l'enjeu, ça a été aussi d'étendre notre méthodologie sur des fonds fixed income. Les premières questions des gérants, c'était ça, c'est comment je continue à assurer la diversification de mon portefeuille alors que je vais avoir une réduction de 20% de l'univers d'investissement. Donc effectivement, nous, on a dû travailler pour que la réduction de l'univers, elle se fasse vraiment sur une approche best in class, c'est-à-dire en ne mettant pas de côté des secteurs entiers, en dehors de nos politiques d'exclusion qui là sont assumées, d'exclure certains secteurs, mais ça, c'est assumé. Et je dirais qu'en fait, on en revient à ce que je disais au début sur la dimension risk process versus conviction. Ce que permet le label ISR, c'est vraiment un label du comment. Donc, c'est un label qui va vous dire comment vous devez investir, qui va définir des règles, mais qui ne va pas vous dire dans quoi vous devez investir. À la différence de label type l'écolabel, par exemple, ou le label Greenfin, qui se base justement sur une taxonomie ou sur une liste de secteurs très spécifiques, qui là, forcément, entraîne une concentration du portefeuille et ne permet pas de répondre à la diversification. Donc,
pour moi, ces 2 approches, elles sont absolument complémentaires. Nous, typiquement, notre fonds Action Environnement, qui est un fonds Action qui est labellisé Greenfin, c'est un des fonds évidemment qui marche le mieux dans le réseau, qui a eu un succès et des performances financières et des performances extra-financières très bonnes. Mais c'est aussi un des fonds les plus risqués de la gamme. Donc, c'est aussi le rôle du conseiller bancaire de mitiger, je dirais, le risque d'un portefeuille action, parce que c'est un portefeuille action concentré, tout simplement, par la constitution dans une épargne diversifiée d'autres types de fonds qui, eux, vont être peut-être plus dans une logique process et dans une logique best in class, moins dans une logique conviction thématique, mais permet de mitiger le risque et multiplier la diversification sur d'autres secteurs. Très bien. Merci beaucoup. Merci Adrienne, Charline, Pierre-Emmanuel, David. Merci à vous. À la fin de ce webinaire. Merci à tous les participants. Je rappelle qu'aujourd'hui, en participant à ce webinaire, vous avez contribué à planter 10 arbres chacun par le biais de l'association Un jour, un homme, un arbre. Vous en recevrez le certificat très prochainement dans vos boîtes mail. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains cercles CAPFI. Bonne journée. Merci. À bientôt, merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.